Aujourd'hui ou il y a quelques jours, j'ai fini ma thèse. Le manuscrit, hein, seulement le manuscrit. Et je suis rentrée. On va parler de ça. Le moment où on finit, c'est quand même un moment un peu particulier parce que ce moment, on croit l'atteindre à pas mal de reprises. Il y a le moment où on finit pour la première fois le dernier chapitre, il y a le moment où on se dit mince, il reste la conclusion, et la biblio, et puis l'index, et puis il va falloir relire une vingtaine de fois, et puis en fait on n'est pas... Enfin, je n'ai pas été la seule à relire ma thèse, merci les amis, merci aussi à ma directrice de thèse, ce qui a amené pas mal de réécriture, et en fait ça fait 1 an que je suis en train de la finir cette thèse, parce que concrètement, elle a été entièrement rédigée l'été dernier. Il y avait vraiment une version, là il manquait une conclusion, biblio, index, etc. Mais vraiment quelque chose de quand même assez abouti. Enfin, je suis pas mécontente de moi. Avec un gros rush dans l'été de rédaction, et puis ma directrice a dit non, c'est pas encore bien là. On va travailler, mais maintenant on va retravailler. Et ça fait 1 an que je corrige. Et que je reprends, et ça fait que la fin, en elle-même, elle n'arrive pas vraiment. Et ça, c'est un truc qui me plaît pas mal. En littérature, hein, on a déjà parlé de Volodine, on a parlé d'autres choses, mais cette fin qui n'en finit pas de finir et d'arriver, et cet achèvement en cours, en procès, parce que l'achèvement, en fait, c'est pas un feu d'artifice. Et on me pose pas mal de questions en mode waouh, tu dois être trop contente. Je suis rentrée, j'ai déposé, mais j'ai aussi déposé les armes d'une certaine façon. Et ça fait un peu comme un vide, en fait, au moment où c'est fini. C'est pas forcément un vide malheureux. En fait, je dessine, je lis des livres. En général, j'en lis 5, 6 en même temps, encore plus que d'habitude. Mais ça fait comme ça une autre temporalité qui se met en place, qui est à la fois beaucoup plus resserrée. Les réunions, la semaine prochaine, je reprends les cours, et encore pas tous les cours, et puis il va falloir préparer l'intervention de mi-octobre, etc. Et en même temps beaucoup plus longue, alors je vais soutenir fin novembre, donc c'est pas tout de suite, j'ai une grande période entre mon dépôt de thèse, le dépôt du manuscrit, donc l'envoi de ce manuscrit aux membres de mon jury, et la soutenance elle-même. Et puis en fait, une fois qu'on a soutenu, on a quand même des corrections à apporter, en général on a 3 mois, et puis après ce qui commence, c'est ce qu'on appelle le post-doctorat, c'est-à-dire pas forcément un contrat de post-doc, peut-être, on verra si ça vient pas. Mais les candidatures. Voilà. Et ensuite, un autre travail commence aussi, et c'est celui de faire éditer la thèse. Et ça, je vois bien que quand on pense que ça finit, et je le sais parce que c'était le cas de mon ex-compagnon, j'ai déjà vécu une fin de thèse, et en fait là, je revis, mais en plus intense et en plus solitaire. Bon, c'est comme ça. Et c'est étonnant de voir comment ça n'en finit pas de finir, parce que un texte, ça se reprend tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est une des raisons pour lesquelles les textes de mon blog, je les relis pas. J'ai besoin de choses comme ça qui s'en vont, mais ils seront travaillés. Surtout ceux qui vont entrer dans un autre projet. Mais parce que j'ai pas envie de faire ça sur plein de choses. Et ça n'en finit pas, et en même temps, ça n'en finit pas de finir, et c'est quand même fini. Bon, parce que là, voilà, il va bien falloir que je fasse un erratum à un moment. Je crois que c'est encore un peu tôt pour fin novembre. Puis je suis encore très très fatiguée. Mais il y a quelque chose qui est passé, qui est que je ne peux plus toucher à ce qui est lu. En train d'être lu peut-être déjà, peut-être ce soir, par les membres de mon jury. Et ça, c'est vraiment je veux dire, j'ai publié des articles, mais ça m'a vraiment pas fait la même chose, parce que les articles, on vous en parle pas tellement, quoi. On n'est pas tellement lu. On est lu, on est beaucoup relu avant publication, épreuve. Et en même temps, c'est bien que ça soit si long à finir, parce que ça désacralise aussi pas mal. Et ça. Et là, je reprends la formule qui était dans le mail d'un des membres de mon jury, pour lequel j'ai une grande affection et une très grande admiration, qui était c'est le métier qui rentre, la réécriture.
Et ça, c'est clair que c'est le métier qui rentre et c'est aussi la pensée qui se forme. Et bon, plutôt que de penser à l'émotion du dépôt, parce que le dépôt, concrètement, moi je l'ai senti avec une tension à 9,6, avoir du mal à tenir debout. C'est-à-dire le moment de l'impression, là, avec mon petit colis et mes 7 exemplaires, il faut encore que j'en imprime 2 au moins. C'est tellement cher. Ça a été un moment assez mélancolique en fait pour moi. Et le moment où j'ai déposé le PDF, ça a été un moment de nausée, tellement c'était angoissant. Et le envoi par la poste, j'étais tellement mal. Pour plein de raisons, hein, professionnelles évidemment, d'angoisse professionnelle, mais aussi affective, que mon père m'a amené à la poste, quoi. J'étais plus en état de conduire. Mais j'ai quand même conduit pour aller imprimer. Je reprends la conduite. Donc ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais bon, voilà, ça, c'est des émotions qui sont et très fortes et en même temps, l'angoisse très diffuse. Donc même quand ça nous paralyse, c'est un truc qui... Voilà, et puis le week-end avant était pas marrant. Mais voilà, ces angoisses, elles vont pas avoir l'intensité de la joie d'une bonne nouvelle, par exemple. Et j'ai pas ressenti ce moment de libération et je ne ressens que tout doucement le soulagement d'avoir déposé et de plus avoir à penser à la thèse parce que dans les faits j'ai plein de raisons d'y penser. Déjà il y aura une soutenance. Et parce que l'appétit revient doucement, le sommeil aussi, donc voilà, je sens que ça aussi ça va être un processus. Mais là ce qui m'intéresse, ça serait de faire le bilan d'une année de correction, de réécriture et de remise en forme. C'est clairement une année qui a été méga douloureuse, bon, donc aussi personnellement, mais qui a été intellectuellement, sentimentalement et affectivement essentielle. Et je sais déjà qu'elle est essentielle et que c'est une grande étape et que c'est une étape qui n'a pas fini de... Là, il y a l'arc narratif, là, et je suis dans la redescente, et puis j'attends la suite de mon petit roman. Parce que... Et en fait, c'était une grande chance, même si ça a été douloureux, et c'est vraiment douloureux de réécrire, et de reprendre, et de reprendre, et de reprendre, mais ma thèse, elle n'a pas la même gueule qu'en septembre dernier, qu'il y a un an. Quand j'ai eu cette sensation d'avoir fini, et j'ai pu sentir effectivement de la joie, des choses comme ça, d'avoir avancé, et j'avais beaucoup avancé. Hein, c'était pas une façon de parler, mais ça m'a vraiment donné l'occasion de la restructurer complètement, parce que elle était en 3 parties, maintenant elle en fait 4. La première partie, c'est la partie... la première partie, en fait, elle est éclatée dans les 2 premières parties, avec plein d'autres choses qui se sont rajoutées. C'est là où ça a le plus bougé. Pour le reste, ça dépend vraiment des passages. Et il y a eu énormément d'ajouts scientifiques, érudition, pour approfondir, pour compléter. Mon auteur y pensa, donc Ernest Renan. Mais les autres, ils pensaient quoi, hein? C'est un mec banal ou c'est quelqu'un d'un peu atypique? Oh, ça fait du boulot. Bon, ça n'a pas été donc facile, même physiquement, hein, d'avoir ce truc en permanence en tête. C'est-à-dire d'avoir... j'étais contente d'avoir la thèse sur les bras, hein, avec mes exemplaires, plutôt que sur le cœur ou dans la tête, mais voilà, ça a eu un poids. Ça a vraiment eu un poids. Mais par contre, ça permet vraiment de restructurer. Et en fait, je voudrais parler de ça, de la réécriture. Ça marche aussi avec les articles, hein, mais c'est sûr qu'un article, on est quand même sur une autre dimension, mais c'est le même processus. Bon, je continue à le penser, un article, c'est une idée, et une thèse, c'est une vision. Et donc, c'est plein d'idées. Alors, concrètement, il y a pas mal de passages de ma thèse qui ont été, ou qui vont bientôt être publiés en article, et je pense que certains passages vont m'amener, en les retravaillant, en approfondissant, etc., à faire des articles. C'est pas une thèse par article comme on peut en faire, je sais pas, je crois qu'on fait ça en économie, mais ce que j'ai fait à côté en activité scientifique a clairement nourri la thèse. Et en fait, c'est pas forcément facile quand on a déjà publié un article parce que on a un peu tendance à voir copier-coller le passage. Et ça fait que c'est pas forcément très adroit, ça va pas marcher, c'est plus dur à retravailler parce qu'on a quand même déjà une impression d'achèvement qui est un peu factice, quoi, parce que c'est pas les mêmes textes et il faut réécrire, il faut reprendre,
En fait, Renan, dans la préface à la 13e édition de la vie de Jésus, on est en 64, déjà. 13e édition, quand la première est de 63. Best-seller. Explique que une vie doit être transcrite donc, dans une œuvre, hein, c'est cette vie de Jésus qu'il propose, et que cette grande vie doit fonctionner comme un tout organique. Bon, je me méfie énormément de ces images organicistes, et c'est mon sujet de thèse en fait, de m'en méfier, de les analyser et de voir ce qu'on en fait. Mais il y a un truc comme ça, c'est-à-dire que dans la réécriture, ce qui fait mal, c'est de supprimer. On se dit, oh non, j'ai pas travaillé sur les réseaux de Renan pour le supprimer. On peut recycler. On peut recycler ailleurs, on peut recycler dans la thèse. Mais par contre, il faut vraiment réécrire. Il faut souvent réécrire ex nihilo ou avec de la tabula rasa, c'est-à-dire vraiment, et je le fais pour les articles, je rouvre un nouveau doc. Je fonctionne beaucoup en écrivant à la main. Donc je prends mon cahier et je redis, c'est quoi le but ? Qu'est-ce que je veux dire ? Pourquoi je veux aller là ? Et à partir de là, et en général quand je fais ça pour un papier par exemple, je vais finalement assez conserver le texte d'origine qui fonctionnait pas. Alors ça marche très très bien pour les intros de faire ça, mais par contre j'aurai une sensation de neuf, et quand je vais commencer à réécrire et que ça rejoint ce que j'ai déjà fait, bah là hop, je reprends le document d'avant, et en général je bascule le vieux document dans le nouveau document, ou au moins des parties, et c'est là que je réintègre, et souvent en réécrivant, et parfois j'ai même besoin de retaper ou de réécrire. Alors en général la phase cahier c'est vraiment pour qu'est-ce que j'ai envie d'écrire, pourquoi, quelles sont les étapes, et après c'est ordi pour moi, ça c'est très personnel. Et quand j'y arrive pas à l'écrit, je le parlais, mais j'ai perdu mon interlocuteur. Donc ça c'est vraiment un truc qui je trouve du point de vue de la réécriture concrète fonctionne. Ok, j'y arrive pas, je recommence. Et je recommence. Et je recommence. Et je recommence. Bon, il y a des jours où on n'y arrive pas, mais je recommence. Et c'est pour ça que je passe par le papier, avec mon chouï stylo plume, que je vais en parler, que je vais essayer d'en parler, des choses comme ça, que je vais essayer d'oublier pour pouvoir avoir cette impulsion neuve et reprendre vraiment comme ça. Alors après, un des grands conseils de ma directrice, c'est de passer par le gueuloir, les flaubertiennes. C'est-à-dire par la lecture à voix haute de ces textes. Ça marche. J'ai du mal à le faire, ça me fatigue beaucoup en fait. Et peut-être que je suis un peu négligente, je le fais pas assez. Je le fais. Je gueule pas. J'ai des voisins. Il y a un truc, une astuce toute bête qui fonctionne très bien pour les articles. Souvent, inverser la première et la seconde phrase, parfois c'est la troisième, ça fonctionne pas mal parce qu'on va avoir une première phrase un peu poussive parce qu'on a du mal à l'écrire. La première phrase est toujours difficile. Il faut arrêter de bloquer, hein. On l'écrit, on continue à écrire et on retravaille après. Et souvent, la deuxième phrase fonctionne pas mal. Et ça c'est vraiment un truc que j'ai beaucoup fait dans ma thèse, que je fais aussi dans des articles, le deuxième paragraphe, ou alors le deuxième mouvement, hein, quand on est sur de longues périodes, de longs blocs de texte, sur vraiment des séquences, ça marche pas mal en fait de faire remonter. Concrètement, j'avais une thèse monographique, ça marche pas très bien et ça donne un côté justement biographique, de faire quelque chose du genre Ernest Renan, né en 1823, est élevé dans une famille de marins bretons et petits commerçants. Platitude. Mais quand je commençais à expliquer dans quel contexte naissait Renan, c'est-à-dire pour ce qui est de son éducation, de sa scolarité, puisque c'était important que je sache un peu quels avaient été par exemple ses cours, et c'était très dur et j'arrive pas à le savoir complètement, j'ai fait de l'histoire de l'enseignement, et l'histoire de l'enseignement en Bretagne, et de l'enseignement clérical, puisqu'il était dans ce qu'on appelait des petits séminaires avant d'être au grand séminaire, donc pour devenir prêtre, avant de quitter l'église. Mais en fait, ces passages-là, j'avais tendance à les mettre au fil du texte, et en les faisant remonter, oh, la vache, ça donne du souffle épique.
à l'époque où à l'époque où Renan entame sa scolarité, la Bretagne est un grand croissant d'ignorance et de scolarité défaillante. De mémoire, c'est pas mon texte. Bam, avec des jeux d'opposition, l'individuel, le macro, la région, l'époque, le genre. Et ça, ces jeux d'échelle, en fait, on les a dans nos textes universitaires, mais on les met pas vraiment en place. Et ça, c'est vraiment un truc mais très concret que m'a appris la thèse. Encore plus que les articles, vraiment la thèse m'a permis de voir, ok, ça, c'est vraiment un truc. Parce qu'on parle. Alors, on le retrouve quand on reprend la logique de l'entonnoir pour dire on commence par le plus large, le plus simple, on va vers le plus complexe. Pour faire une introduction, machin, etc. Organiser des arguments, hiérarchiser des infos. Mais en fait, on peut animer tout ça, coller du souffle épique, parce que c'est chouette l'épopée, ça donne envie de lire. En mettant d'emblée une antithèse, j'adore le alors que j'en fous partout, qui va ouvrir, on développe, et ensuite on passe au cas particulier. Et là, mais c'est comme dans un film quand on commence par le grand travelling. Focus sur le personnage. Ça fait pas du tout le même effet qu'un film qui commence par un gros plan sur un personnage qui est beaucoup plus intimiste. C'est évidemment ce que je fais avec un grain de lettres, parce que nous on converse quoi. Mais ça fait un effet. Une thèse, faut quand même qu'il y ait un peu de souffle quoi. Ça marche pas mal. Et on réécrit. Et en fait, l'idée c'est quand même de tenir une idée. Alors, donc une vision qui repose sur pas mal d'idées, idéalement, une par partie, une idée forte, un axe, etc. Et en fait, ce que m'a appris aussi cette année, et notamment parce qu'elle a vraiment été difficile pour moi, c'est comment on bluffe, et comment on a l'air en forme quand on l'est pas, comment on apprend à s'économiser autant qu'on peut, même quand c'est plus possible, mais on garde ce qui est possible. Mais aussi, en fait, il y a plein d'astuces, notamment ici, vous savez que j'aime beaucoup ça, pour dynamiser son style, comme on peut dire, je sais pas, coaching scripturaire, mais qui permettent de donner cette force et ce souffle. Et je crois que c'est particulièrement important pour moi en tant que jeune chercheuse et en tant que jeune femme, de piger ces choses-là pour les adopter, les utiliser, sans en être la dupe. Je me laisse pas tellement berner par le style. J'aime l'analyser, j'aime le découper. Mais voilà, ces effets d'antithèse, ces effets de souffle, et comment effacer les hésitations. Ça a été un long travail dans la réécriture. Pas forcément que de cette année d'ailleurs, qui est plus ancien, mais de dégager tout ce qui est modélisateur, c'est-à-dire très concrètement, la métaphore a peut-être un statut. Oh ben non. On s'affirme. Et puis, hop, on s'affirme, donc on enlève le peut-être et on dynamise. Le statut de la métaphore est ainsi, bim. Et on fait remonter l'information principale en position sujet. Ça donne de la force. Et c'est intéressant parce que si on veut aller vers de la douceur, et bien justement, il faut inverser ce genre de procédé. Alors les peut-être marchent bien. Ce qui marche très bien pour donner de la douceur, en fait, c'est beaucoup d'incises. Ça donne une impression de pointillisme. De quelque chose qui s'approche, vraiment, j'ai envie de dire qui approxime. Voilà, c'est très Sarraute, en fait, ça. Et alors avec, chez Sarraute, ce qu'on appelle des épanorthoses, c'est-à-dire des corrections. C'était pas tout à fait la joie, mais plutôt le bonheur. Ça, c'était une vidéo il y a longtemps. Et effectivement, une thèse, on peut pas faire ce genre d'effet, ou alors sur des points très particuliers, parce que justement très délicats, et qu'il faut bien exclure des hypothèses. Et dans ce cas-là, ça sera pas, ce n'était pas la joie, peut-être le bonheur, ça sera toute la question de savoir si l'organisme, sous la plume de Renan, joue un rôle de modèle de pensée ou de métaphore. Le modèle de pensée, pour sa part, se définit comme tac, quand la métaphore, tac. C'est donc tac. Et ça marche vachement bien. Et ça m'amuse de plus en plus. Alors c'est peut-être un truc hyper anecdotique, et bon, après, on me demande de parler de ma thèse, c'est un peu compliqué quand elle n'est pas
fini, pas publié, pas lisible, à part si vous êtes quelqu'un de très proche, en qui je peux avoir confiance, ou dans mon jury. Évidemment que je suis pas très proche des membres de mon jury. Mais donc voilà, j'en ai déjà parlé de ma thèse, j'en parle régulièrement. Je pense que cette question je sais pas, c'est un bilan parce que là, bon, c'est une autre année qui commence, c'est une période nouvelle qui va s'ouvrir dans ma vie, après 50 thèses. Et j'ai envie de dire après 50 thèses et 4 agrègues, mais en fait 5 années d'agrègues et de master surtout, donc ça fait 10 ans que je bosse comme une brute. Et je sais que ça ne s'arrêtera pas, mais ça va quand même permettre de, de, de me projeter un peu différemment. Bon, cette question de la réécriture pendant un an et, et de la thèse elle-même, ça. Enfin, c'est pas la question qui m'a permis, mais enfin, vivre ça, cette expérience, m'a permis de voir un truc émerger, comme on met au jour, comme une excavation, enfin quelque chose qui remonte comme ça. Bon, il y a des moments où en image j'ai des ballons, quand je me rends bien, je vois des cadavres qui flottent. Pas une image très positive. C'est pas non plus une image que j'ai pour ma thèse, mais c'est vraiment celle d'un développement. Alors évidemment que c'est complètement méta, puisque c'est quelque chose que je travaille en termes d'image. Mais c'est vraiment fascinant de voir comment cette pensée donc, qui est incarnée et transcrite dans la thèse naît, se développe. Dans mon cas, j'ai beaucoup de chance parce que finalement, je crois que j'ai fait la thèse que je voulais faire. Et en tout cas, elle correspond vraiment de très près à ce qu'était mon projet de thèse il y a 6 ans. Vraiment, je me suis pas... Alors, il y a bien des choses qui ont changé. C'était un projet de thèse pour lequel... que j'ai rédigé sans avoir vraiment lu Renan à l'époque. J'en avais lu un peu, mais vraiment pas comme maintenant. Bah, sinon, j'aurais pas fait de thèse. Elle aurait déjà été faite. Mais ça, c'est quelque chose qui est absolument fascinant et qui est intellectuellement hyper stimulant et qui est même un peu émouvant. J'aime pas du tout l'image du bébé, c'est un accouchement, justement parce qu'un accouchement, il y a une délivrance et je sens pas cette délivrance de toute façon. Et j'ai aucune envie de pouponner un bloc de papier, quoi. C'est pas mon délire. Par contre, il y a quand même une fierté. Il n'y a pas d'amour pour ma thèse, mais il y a quand même une fierté de l'avoir faite et d'avoir vu quelque chose qui se construit. Et pour ça, je crois que c'est quand même intéressant de faire une thèse. Ou peut-être plus qu'une thèse en tant que telle, parce que je pense que ça peut être très dur aujourd'hui de se lancer dans une thèse et je conseille vraiment de se lancer dans une thèse quand on a un objectif professionnel derrière, à savoir être maître de conf ou chercheur. Mais faire une thèse pour le plaisir, c'est vraiment pas un truc que je conseille. Parce que finalement, ça mènerait quoi? Je pense vraiment que c'est une question qu'il faut se poser. Surtout si on n'est pas financé, parce que c'est difficile. Et demander un financement si on ne sait pas pourquoi, ça me paraît discutable d'un point de vue éthique. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de se maintenir, enfin de se tenir à ce projet, qu'on est obligé de finir sa thèse. Je pense pas qu'il faille avoir honte de l'abandon de thèse, loin de là. Et avoir fini ne doit pas être une fierté en soi. Parce que c'est aussi potentiellement une lâcheté que de ne pas avoir su abandonner à un moment. Et en tout cas, il y a un truc qui se met en place, par pas mal de choses, et c'est une chose qui m'émeut et que je m'efforce de maintenir dans à peu près tout ce que je fais. Donc que ce soit dans le domaine artistique, dans la vidéo, dans la recherche ou dans l'écriture, on va dire plus personnelle, et dans mes interrogations, c'est de donner, avoir un parcours, et donc en acceptant l'inachèvement à l'intérieur de ce parcours. C'est-à-dire de me projeter dans un mouvement et non pas dans une œuvre. Ou alors dans une œuvre qui serait vraiment globale, mais qui me prendra une vie, quoi. Que j'espère un peu longue. Et ça me paraît vraiment, vraiment important, même pour ces vidéos-là, parce que
on peut voir qu'on progresse. Et on peut montrer qu'on progresse, et c'est-à-dire qu'on peut le faire ensemble. Et que l'exemple de quelqu'un peut aider quelqu'un d'autre ou quelqu'un d'autre, et ça c'est vraiment important. Et la thèse a vraiment renforcé cette conviction-là, et notamment pour un article, ça a vraiment été un moment, qui a été fait pour les études rhénaniennes, un article que je pense être très correct, de toute façon qui a été publié, qui a été corrigé et publié, et qui faisait boulot. Mais ma directrice voulait, et elle avait raison, que je le retravaille beaucoup plus, que j'ai des lignes plus fortes. Et en fait, sur celui-ci, je lui ai dit, Madame, il me convient en tant que tel, je ferai ça plus tard. Mais là, pour ce moment, j'en suis là. Et je sais que c'est pas... alors c'est clairement pas mon meilleur article, je sais que c'est pas un article parfait. D'ailleurs, en fait, c'est des choses que j'ai repris dans ma thèse, mais j'ai même pas fait allusion à l'article. Comme quoi, je crois pas, à vérifier. Mais c'était important pour moi, alors il faut pas se reposer là-dessus pour être fainéant, hein, ou négligent, mais j'entends beaucoup de gens qui ont honte de leurs premiers articles. Bon, moi j'ai écrit mon premier article, alors le tout premier que je mets dans mon CV date de 2004, donc, mais ça c'était un truc où j'étais au lycée, ça compte pas vraiment. Mais c'est quand même un peu universitaire. Et on va dire que mon premier vrai article universitaire avec 2 colloques date de 2011 pour un colloque de 2008. Donc bien avant d'être en thèse. Parce que je me suis inscrite en décembre 2013. Et bon, bah, c'est plus les mêmes sujets. Je sais en plus, même sans avoir beaucoup retravaillé ce sujet, mais en y ayant beaucoup réfléchi, que je ne le referai pas de cette façon-là. Mais je suis très heureuse qu'il existe en tant que tel. Parce que c'est une étape. Et ça me fait du bien de regarder en arrière et de me dire bon, ben, j'ai eu la chance de faire cet article très tôt, et c'était un concours de circonstances favorable. Et puis ça a été tellement tôt que j'ai pas eu le temps de paniquer. Donc ça, c'était vraiment une grande chance. Parce que et puis arriver en ayant déjà publié en thèse, ça a été quand même aussi une aide. Mais je suis tellement contente du chemin parcouru. Et je crois que même dans le cas d'un abandon de thèse, être capable d'abandonner sa thèse, c'est aussi un parcours. Et c'est pas un échec. Et ça, c'est important. Et c'est pour ça aussi que je suis convaincue qu'il faut beaucoup écrire. Pas forcément beaucoup publier, beaucoup écrire. Beaucoup prendre de notes, qu'on ne lit pas toujours. Mais d'abord parce qu'on se forme. Et ensuite parce qu'on peut revoir ses étapes. Et il y a plein de choses qu'on recycle. Et surtout, on voit. On voit comme on a progressé, comme on a avancé. Et même si on a fait un changement radical, un tournant à 180, on va pas faire un tournant à 360 parce que ça fait du surplace, il y a un truc qui bouge. Et en général, on sait pourquoi ça a bougé comme ça. Ça, c'est fascinant. Et c'est une des raisons qui fait que j'adore l'université et mon métier, et j'espère que ça restera mon métier, c'est que c'est un métier de rencontre avec des gens qui ont des parcours. Et on voit des gens évoluer. Et c'est extraordinaire. Des étudiants, des collègues. On a des modèles, on a des exemples, des mauvais exemples aussi. Et on voit les gens évoluer. Et je cherche pas à savoir s'ils évoluent bien ou pas, hein. Mais c'est extraordinaire de voir comment les gens évoluent. Ça bouge tout le temps. C'est extraordinaire. Faites aussi ce cadeau-là aux autres. N'ayez pas peur de ne pas être parfait un moment, vous ne le serez jamais. De toute façon, la perfection, c'est un procès. C'est le fieri, c'est le mouvement du monde. Là, c'est du Renan. C'est le mouvement du devenir. La fin, on l'atteindra pas, ou peut-être pas. C'est pas grave, on aura essayé. Je vous dis à bientôt.